Ancien président des États-Unis, 1m85, 59 ans, prix Nobel de la paix, 127 millions d'abonnés sur Twitter et un nouveau livre qui va s'arracher comme des petits pains, même s'il pèse très lourd. A Promised Land, une terre promise, publié chez Fayard. C'est le premier tome de ses mémoires, un pavé de plus de 800 pages. Et on en parle avec Séverine Servat. Merci d'être avec nous, chef de rubrique au magazine Gala. Je crois que vous avez aussi les yeux de l'amour quand on parle de Barack Obama. Rassurez-moi, je ne suis pas seule. Oui, quand même, c'est un bel homme. Ben voilà. Et à vos côtés, Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis, et votre livre, Joe Biden, l'homme qui fait trembler Trump, qui est disponible aux éditions Nouveau Monde. Ce livre de Barack Obama est à peine en vente, en tout cas en pleine promotion. C'est un phénomène d'édition. On est déjà à 3 millions de livres publiés aux États-Unis. C'est du jamais vu, ça. Je crois que c'est du jamais vu, effectivement, mais ça va exploser, ça va aller encore plus loin. Ah bon? Oui, parce qu'on approche de Noël, qu'on a tous envie d'offrir des livres et que là, on a le cadeau extraordinaire. Vous avez vu comme il est bien gros, on se moque pas de ceux à qui on va l'offrir. Et puis en plus, moi, je l'ai commencé, alors, je ne suis pas encore terminé, hein, oui, mais parce que ça se lit très vite. Ça se lit vraiment très très vite, c'est très agréable. Et quand on s'intéresse aux personnages, alors moi je m'intéresse sur le plan politique, c'est pas ce dont je vais parler aujourd'hui, mais on découvre des tas de choses qu'on ne connaissait pas. Moi je trouve ça très marrant, puisque c'est lui qui raconte sa vie de l'intérieur. Il a déjà pas mal des livres dans le passé. Oui, il y en a beaucoup. Et pourtant on en apprend encore. Et on en apprend encore. C'est toujours mieux quand c'est la personne elle-même qui le raconte. Oui. Là, je ne voudrais pas être mauvais angle, mais est-ce qu'on est sûr que c'est lui qui écrit? Parce que les livres de chefs d'État, souvent, il y a un journaliste qui vient avec un magnéto, et puis ensuite... le chef d'État parle, ou l'ancien chef d'État, et puis voilà, Chirac, le dernier livre, c'est un journaliste qui l'a écrit. Alors cette prof qui va parler, je peux vous dire que c'est un juriste qui l'a écrit, comme il est juriste, voilà, on a de temps en temps des phrases un peu trop longues, où il manque des virgules, des points, et tout ce qui va avec, et d'ailleurs il le dit lui-même, hein, c'est son gros défaut d'écriture, mais je lui avais déjà mis une appréciation avant qu'il le dise. Mais c'est un grand lecteur aussi, c'est quelqu'un qui aime la littérature. Et il en parle, il raconte d'ailleurs cette histoire où avec sa sœur, il est en train de dévorer toute la littérature américaine. Elle lui dit, mais tu veux faire quoi? Tu veux devenir bibliothécaire? Et il dit, mais je m'en moquais et je continue effectivement à lire, parce que c'est à travers eux que je me suis construit. Et d'ailleurs, il raconte, alors pardon, je fais encore une incursion dans la politique, mais il dit, mais avec de la littérature notamment afro-américaine aux États-Unis, et il y a quand même de très très grands auteurs, il dit, bien, je me suis refait l'histoire américaine parce qu'à l'école, on m'enseignait autre chose dans lequel on oubliait qu'il y avait effectivement des gens qui portaient ma couleur et qu'on ne voit pas dans cette histoire, mis à part sur l'esclavage. Donc, à travers la littérature, il a reconstruit lui-même et corrigé dans sa tête et pour ensuite pouvoir se projeter sur la présidence. Séverine Servat, c'est un phénomène d'édition. Barack Obama, c'est un phénomène people tout court aujourd'hui. Oui, c'est un phénomène people, mais de la même façon d'ailleurs que Sarkozy a battu des records de vente récemment avec Le Temps des tempêtes. En fait, on attendait beaucoup le livre de Barack Obama, qui est inclus dans une sorte de package de négociation qui a été signé avec sa femme, avec une maison d'édition, la Fayard, pour se raconter. Et en fait, ce qui est intéressant d'ailleurs dans l'interview qu'il a donnée récemment à François Bunel, c'est qu'il dit on y a toujours un homme derrière la fonction présidentielle et les gens ont envie de savoir ce que ça recouvre. Parce qu'on peut accéder au pouvoir à ce niveau-là et quand même on reste humain. Et quand on lit un livre, puisque vous ne voulez pas complètement parler de politique, alors non, évidemment qu'on veut parler de politique. C'est le 44e président des États-Unis, il a fait 8 ans de mandat, évidemment. Oui, mais la patte humaine, c'est ça qu'on attend de trouver dans un livre qui est qu'un tome 1 et qui fait déjà 848 pages, et de savoir ce qui le constitue, ce qui est vraiment sa personnalité qu'on ne peut pas percevoir à travers l'exercice des plus hautes fonctions. Séverine dit très justement que derrière le chef d'État, il y a un homme, mais derrière l'homme, il y a une femme. Et autant le Barack Obama, président, on va le laisser de côté dans l'émission, mais le Barack Obama qui sort de la Maison-Blanche, il n'en sort pas tout seul. Il en sort avec Michelle Obama. Et les deux forment une marque. C'est les deux qui signent avec Netflix une série documentaire. C'est les deux qui ont fait le package d'édition dont vous parliez. Et je pense que la marque Obama, elle est aujourd'hui indissociable de l'existence de sa femme. Je voudrais votre avis là-dessus. Eh bien moi, si vous me permettez juste un mot, parce que c'est ce qui m'a le plus étonné dans ce livre, c'est à quel point Michelle Obama ne voulait pas y aller. Ça, c'est vraiment très drôle. À la Maison-Blanche ?
mais dans la politique, dans suivre cet homme sur ce chemin-là. Au départ, quand ils se rencontrent à Harvard, quand il commence à dire... C'est elle qui mène la danse au départ. Mais c'est plus que ça. Ils sont à la fois amoureux, amants et amis. Et ils insistent beaucoup là-dessus. Ils collent sur tout. Ils sont vraiment deux personnalités qui devaient se trouver. C'était écrit. Alors ça, on rentre dedans. Je vais vous embaucher. Ouais, vous avez vu. Hein. Magnifique. Non, mais c'est vraiment ce qui transporte. Et moi, c'est ce que j'avais envie de découvrir, toute cette partie-là qu'on ne trouve pas dans les livres que je lis d'habitude, je dois vous dire. Et puis, ils ont commencé. Il a commencé la politique, dans laquelle il va... lui, Franco, elle freine beaucoup. Et à un moment, quand il fait sa première campagne, il fait du porte-à-porte. Il amène Michel. Alors, il faut avoir des signatures dans l'Illinois pour pouvoir se présenter. Il faut avoir 700 signatures. Et il dit, la meilleure collecteuse je crois qu'on peut dire ce mot-là, de signatures, c'était Michel. Alors qu'elle ne voulait vraiment pas. Par contre, elle avait un contact avec les gens. Elle racontait des anecdotes parce qu'elle connaissait le quartier, elle connaissait les populations. Et finalement, les gens signaient son papier. Et le soir, elle lui rend son collecteur, son petit bloc-notes, et elle lui dit tu crois quand même pas que je vais faire ça tous les jours, non ? Il va falloir que ça s'arrête maintenant. Et en réalité, elle va quand même l'accompagner, puis finir par le pousser. Elle va être effectivement la femme derrière le grand homme, et puis ça devient cette marque dont c'est une dont on a marque parlé. et une entreprise, ce couple-là, parce qu'il y a une question de gros sous, parlons franchement, aussi avec les contrats qu'ils signent, avec les maisons d'édition, avec Netflix, avec... ça rapporte beaucoup plus que d'être président. Hein. Mais oui, c'est incroyable. L'after présidence, en gros, est beaucoup plus florissante. Là, pour l'édition, c'est 50 millions d'euros, 60 millions de dollars. Mais je voulais revenir sur ce que vous disiez, c'est que Michelle Obama, en fait, quand même, Barack Obama était perçu aux États-Unis comme quelqu'un d'un peu froid quand même, parce que c'est une espèce de robot très instruit, il est beau, il est un peu, il n'est pas très représentatif quand même de la société américaine. De la société américaine. Hein. D'ailleurs, beaucoup moins finalement que Donald Trump. Et Michelle est beaucoup plus chaleureuse que lui. Donc effectivement, elle représente pour lui, c'est très important parce qu'elle représente ce lien avec la population. Elle a beaucoup donné de sa personne, et alors que c'est une femme très instruite, une avocate, elle n'a pas dédaigné aller sur des terrains comme la lutte contre l'obésité, la nourriture, etc. Et elle a fait tout ce travail de proximité parce que Barack Obama, en image, initialement, c'était pas tout à fait ça. Mais c'est quand même un travailleur social à l'origine, hein, Barack Obama. N'oubliez pas, il a aussi cette expérience du terrain. Oui, mais pourtant, il dit à la fin de mon mandat, il dit dans l'entretien avec François Bunel, à la fin de mon mandat, j'étais hyper populaire. Je suis resté très, très, très populaire. Et tout à l'heure, vous avez commencé l'émission en disant à quel point vous étiez amouraché de Barack Obama. Et on l'est tous. Et il a été formidable. Mais merci de vous ajouter dans le lot. Mais j'en fais partie. Le gars est formidable. Le gars est formidable. Il aime la musique, il fait du sport, il s'affiche avec toutes les stars, etc. Et pourtant, derrière lui, il se passe une catastrophe aux États-Unis. Et je n'arrive pas à m'expliquer comment ça a été possible, cette affaire-là. Moi, je me l'explique, parce que quand même, là, on réfléchit comme des Français. Alors, on adore Obama du point de vue de la France. Mais quand on était aux États-Unis à ce moment-là et qu'il y avait l'élection, d'abord, c'est pas Obama qui s'est présenté, c'est Hillary Clinton, qui avait une personnalité différente. Mais ensuite, cette question de la proximité se posait. Nous, notre façon de réfléchir, notre emballement pour l'Obamacare, etc., pour tout ce qui représentait de social, c'est une façon de réfléchir qui est très propre à la société. Il y a une explication, pardon, mais enfin, Trump est génial. Trump est un génie de la proximité. C'est ça l'explication, la réponse à ta question. Moi, je voudrais savoir quand même, la patronne de gala, c'est vous. Vous connaissez la maison gala. Sur le plateau, il n'y a que moi. Bon, qu'est-ce qui marche le mieux dans une couve de gala ? La tronche de Barack Obama ou la tronche de Michel ? Les deux Mélania Trump. C'est Mélania Trump, elle marche mieux. Vous allez, voilà, Mélania Trump, sachant qu'on la situe comme étant opposée à son mari. Mais Michelle toute seule, c'est compliqué. Le couple Obama marche. En fait, c'est là qu'on parle de power couple, et effectivement, on est bien sur la notion du couple. Je pense qu'ils incarnent en revanche tout à fait ce que Joe Biden va peut-être réussir d'ailleurs à faire avec Jill Biden, parce qu'il semblerait que de ce point de vue-là, Joe mette beaucoup en valeur sa femme Jill,
à la Il y a ses qualités de proximité aussi, comme Michelle Obama. On voit que sa femme est enseignante, qu'elle est proche des gens. Là, c'est les deux en réalité. Et il la valorise intellectuellement, de la même façon que je disais que Michelle s'occupait des tâches un peu annexes, mais quand même, elle était valorisée intellectuellement. Et Joe Biden valorise Jill, dont il dit qu'elle est docteur, il le rappelle en permanence parce qu'elle a une thèse en sciences de l'éducation, etc. Donc on retrouve ce qu'on avait un peu interrompu du temps de Mélanie. Mais est-ce que Biden, il ne va pas avoir sur sa gauche, à son bras gauche, Kamala Harris et à son bras droit, son épouse Jill? Est-ce qu'il va y avoir une espèce de ménage à trois politique pour une super image, quoi. Je ne veux pas être tendancieux, mais là, pour le coup, il a deux atouts de proximité, de flamboyance incroyable, le papy. Là. Ça va être plus compliqué parce que sur son bras gauche, il a déjà Valérie, sa sœur, qui est à ses côtés depuis 50 ans et que vous avez beaucoup vu pendant la campagne et qui est très importante dans la vie de Joe Biden. N'oubliez pas, c'est une autre racine. Kamala vient se rajouter après. Elle va être vice-présidente, elle va être à côté en tant que presque égale. D'ailleurs, il la traite déjà comme une égale. Il parle de celle qui travaille avec lui. Les histoires de famille sont quand même très fortes. Il y a quand même une notion de dynastie aux États-Unis qu'on a peut-être de versions beaucoup plus édulcorées en France. Je voudrais qu'on revienne à Barack Obama, si vous voulez bien, parce que c'est lui qui... Oui, allez-y. Ce que vous dites est très intéressant parce que c'est une particularité des États-Unis d'aimer les couples. Ce qui n'est pas le cas en France, où on est un peu plus circonspect par rapport à ça. Vous savez que le statut de la première dame n'est pas officiel aux États-Unis, pas plus qu'en France. Il n'est pas défini, il n'est pas dans la Constitution. Les couples mais il est évident, en tout cas, aux États-Unis, mais moins dans l'imaginaire, en effet. Dans l'imaginaire américain. Quand on voit les couples des présidents passés, ils n'ont pas toujours tenu. On ne peut pas s'appuyer totalement dessus pour le pouvoir. Vous parlez de la France ou Oui, je parle de la France. Ah oui, ça c'est autre chose. Mais, mais quand vous dites que les Américains aiment les couples, la presse américaine, elle ne leur fait aucun cadeau. Enfin, je veux dire, si vous avez une maîtresse dans un placard, les Américains, ils vous la sortent plus vite qu'en France. Sauf pour le dernier président où ça n'a pas trop marché, vous avez remarqué. Oui, mais parce que c'était son atout. Alors, est-ce qu'on peut raison, mais on valorise beaucoup, pardonnez-moi, la famille, on valorise beaucoup, et d'ailleurs... les enfants. Tout ce qui constitue la famille, il y a un patrimoine, on peut parler d'une sorte de patrimoine d'image familiale qui se constitue aux États-Unis. Quand on rentre en campagne, on a intérêt quand même à avoir sa famille autour de soi. Et c'est pour ça que la question tout à l'heure sur la couverture avec qui marche mieux, Barack ou Michel, aux États-Unis, ça serait une toute autre réponse, je pense. Alors, Barack Obama, c'est aussi le sens du spectacle, c'est le sens de l'humour. On l'a souvent vu lors des soirées de gala des correspondants à la Maison-Blanche, notamment la dernière année, en 2016, avec cette petite touch très Obama. I want to close my final White House Correspondents' Dinner by just saying thank you. I'm very proud of what you've done. It has been an honor and a privilege to work side by side with you to strengthen our democracy. And with that, I just have two more words to say. Obama out. Bon, ça c'est le style Obama dans toute sa splendeur. Le moindre geste devient un monument. Qu'est-ce qui veut dire ce geste? Parce que moi, j'ai pas très bien compris, mais vous avez compris. Alors, vous drop the mic, vous lâchez le micro. Voilà. Et en fait, je me demande si c'est pas un people qui a fait ça en premier. Alors je me souviens plus du nom, mais du coup c'est devenu une espèce de C'est-à-dire qu'en fait, il dit maintenant je me tais, quoi. Maintenant ça y est, vous m'avez assez. Je lâche l'affaire, ça y est, c'est terminé. C'était en 2016. Et en fait, il raconte n'importe quoi parce qu'ils sont omniprésents dans la vie publique américaine. Oui, mais il lâche le micro en tant que président. Bah oui, il raconte pas n'importe quoi. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Mais non, absolument pas. Vous êtes une démocrate. Non, mais il fait partie de ces rares présidents extrêmement charismatiques et physiquement très beau, c'est ce qu'on disait. Ça joue, évidemment, comme peut-être Kennedy. Il y a un peu de Kennedy dans cette... En plus fidèle. Alors, plus fidèle, c'est important aussi. Alors, ce qui est un avantage. Mais et j'espère que vous avez les images du panier de basket. Bon, allez, vous voulez qu'on vous les montre, les images du panier de basket? Allez, c'est cadeau pour tout le monde. Alors là, on avait JFK, bon, voilà. Et puis après, le petit panier de basket à la Barack Obama, parce qu'il y a aussi le style de la démarche. C'est vraisemblablement étudié, mais il y a quelque chose d'extrêmement naturel. On le voit. Incroyable. Voilà. Et c'est marrant que vous me le réclamiez, Séverine, parce que c'est très révélateur, ça. Ah bah oui, il y a le facteur chance. C'est la baraka. C'est la baraka.
David a raison, c'est la baraka. Non, mais c'est un président qui peut se permettre d'être à côté de stars américaines où il ne dépareille pas finalement par rapport aux stars avec lesquelles il est. Oui, alors sachant est toujours quand même, pour rappeler, parce que vous avez parlé tout à l'heure des stars aussi, évidemment, tout Hollywood, depuis un bon moment, se mobilise toujours pour les démocrates. Mais c'est pas Hollywood qui fait l'opinion aux États-Unis, il faut le rappeler toujours. Donc la proximité avec les stars, bien sûr, il l'a, comme tous les démocrates. Mais c'est pas, il faut pas se baser sur ça, en tout cas, par rapport aux Américains, parce que Hollywood n'influence pas le vote. Moi, j'aimerais savoir pourquoi ils font autant de pognon. Tout à l'heure, Isabelle a rappelé le contrat d'édition des deux, ça doit tourner autour de 60 millions de dollars. Depuis leur départ de la Maison-Blanche, on est à peu près, en accumulant le tout, à vue de nez, à 200 millions d'euros. Voilà, et voire même un peu plus. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont ultra riches et qu'ils prospèrent et qu'ils accumulent alors qu'ils pourraient très bien être rangés des camions. Ils veulent faire le bien, ils veulent s'enrichir parce qu'ils n'ont pas assez profité. Quelle est la place de l'argent dans leur vie ? Ils font tous de l'argent en sortant, effectivement, mais ce n'est pas propre aux Américains. Les Américains en font un peu plus que les autres. En tout cas, Barack Obama en fait beaucoup plus que les autres. Nos présidents aussi font des conférences à 100 000, à 400 000 dollars. Sa tournée française à Michel, elle a rempli le stade et ça a rapporté un max. Absolument. Et il faut dire que pendant qu'ils sont élus, ils ne peuvent pas faire de l'argent du tout. Donc ils sont avec leurs émoluments d'élus. Et là, il y a des lois qui interdisent de s'enrichir pendant qu'on est au pouvoir. Donc si vous êtes au pouvoir pendant un temps limité, soit vous avez fait de l'argent avant, c'est le cas général aux États-Unis, où vous arrivez millionnaire, vous faites quelques années d'élu, puis vous ressortez, vous faites vos conférences. Soit, on parlait de Joe Biden tout à l'heure, et on va en parler de plus en plus dans les années à venir, bien entendu. Lui n'avait pas fait d'argent avant d'arriver. Il a été élu à 30 ans. Il est arrivé sans un sou au Sénat, mais il est resté sans un sou jusqu'à la fin de sa vice-présidence. Et ce n'est qu'après qu'il s'est mis à faire de l'argent avec des conférences, effectivement, qui ont atteint très vite 100 000, voire 200 000 dollars, ou des contrats avec certaines universités. Mais ça ne les empêche pas de faire le bien aussi. Mais... Ils ont, pour compléter la réponse, puisque vous aviez posé la question, ils ont des fondations. Ils donnent énormément d'argent aux fondations. Mais ça, c'est propre au monde américain, où quand on a de l'argent, on rend. Ça fait partie de ce protestantisme américain dans lequel on considère que les charities, c'est-à-dire ces associations charitables, doivent venir du particulier et c'est du volontarisme. Donc ils donnent tous énormément d'argent pour cela, effectivement, et voilà, donc ça va se faire exactement la même façon. Et lui a une éducation aussi athée, mais avec un fond de protestantisme, c'est important parce que ça l'a aussi en partie construit Barack Obama, je crois. Vous voulez poser une question, David ? Non, mais je vous avais demandé à Séverine si elle pensait qu'ils s'étaient embourgeoisés, s'ils avaient changé, si le star system les avait changés, ou si finalement c'est le couple d'étudiants méritants qu'on avait il y a 30 ans du côté d'Harvard, il me semble, puisque c'est Harvard. Oui. Je pense que c'est difficile de ne pas être changé par l'expérience du pouvoir à ce niveau-là. C'est certainement complètement impossible. De toute façon, ils ne reviendront plus jamais à la normale. Et ils sont des stars pour les stars. C'est-à-dire qu'au-dessus de Lady Gaga, au-dessus de tous ceux qui sont aujourd'hui au top de ce qu'on peut avoir dans le show business, il y a Barack et Michelle Obama. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. C'est au-dessus des stars. C'est plus star que Kanye West et Kardashian. Plus star que ça. Oui. Et la preuve, c'est que ça n'a pas tellement réussi à Kanye West. Il s'est présenté. Oui, c'est ça, il a fait une petite décompensation. Oui, c'était un vrai désastre. Il était bipolaire. Oui. Bon, alors, nous, dans le showbiz, on a un peu l'habitude, mais c'est vrai que ça ne fait pas des bons présidents. Et donc, quand même, et comme en plus, évidemment, les stars sont reçues à la Maison-Blanche volontiers, il y a cette espèce de mélange, mais il y a toujours dans la hiérarchie, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs en France. Il y a quand même un point fort chez les Obama, c'est leurs enfants. Et ça les... Malia et Natasha. Mais oui, ça les ramène aussi sur Terre parce que on voit quand même que le point important, vers la page 200, Barack Obama dit, Michelle s'est plantée devant moi, elle m'a dit, il faudra que tu sois un père présent.
Je reviens toujours à cette idée, le rapport de Michel avec son mari. Et donc, il a toujours essayé d'être un père présent parce que sinon, il se faisait gronder à la maison. Lui-même a souffert de l'absence de son père et l'éducation, c'est un point central. Et ça ressort beaucoup dans le livre. On voit toutes ces anecdotes avec sa petite fille. Et j'en ai une en particulier où on voit à la fois, pour aller dans votre sens, le côté j'échappe un peu à ma vie et je crois des choses. Quand Malia lui demande mais qu'est-ce que tu vas faire avec les tigres? J'ai adoré cette anecdote où il dit, et j'étais content, 4 ans Malia à ce moment-là, il dit j'étais content de voir qu'elle s'intéressait à l'environnement, aux animaux. Et Malia, elle s'occupait de son doudou qui était un petit tigre et en réalité, voyant que son père était le type le plus puissant du monde, elle se disait il va sauver tous les tigres, en particulier tous les doudous. Et c'était ça. Donc c'est là on voit qu'il y a à la fois le papa et puis en même temps, comme vous le disiez, je suis un peu coupé de mes réalités. Et puis là, donc la superstar, on l'a bien compris, un peu au-dessus des autres.